Avant de parler du Togo et surtout de l'Est, le Premier ministre Gilbert Foufoubo qui va prendre les rênes de l'OIT, nous continuons notre périple au pays d'Alpha Condé. Le RPG, son parti justement, claque la porte du cadre de concertation inclusif. La parole était à vous, honorable au soleil. Oui, je disais que ce n'est pas une bonne nouvelle et le boycott de ces partis politiques, notamment le RPG, contre de ce cadre-là. Et l'ambiance qui avait régné lors des premières heures de ce coup d'État, ça a carrément changé. Et la junte doit revoir, selon moi, sa copie, parce que on se demandait tout à l'heure quelles sont les raisons. Donc je crois que mes prédécesseurs avaient quand même fait cette analyse-là. Ça peut, les raisons peuvent être politiques. On peut avoir aussi les positionnements stratégiques, politiques par rapport, parce que tout le monde regarde, peut-être ceux qui sont avec la junte, je parle de la population, si la junte fait bien, ceux qui sont avec lui, bon, comment recueillent aussi les retombées sur le plan électoral. Et ceux qui s'opposent à la junte, lorsque la junte ne fait pas bien et qui s'opposent à la junte, peuvent avoir aussi l'assentiment du peuple quelque part. Donc tout est mélangé et il faut faire attention. Et la junte, on peut se demander pourquoi les gens boycottent maintenant ce comité-là. La raison politique, c'est que les gens peuvent se sentir trop visés par la junte. Lorsqu'on prend les gens et on les met en prison, la justice, au même moment, on crée un centre de concertation. Et on est arrivé au pouvoir par, comment on l'appelle, un coup d'État. On est illégitime. On a promis remettre le plus rapidement possible le pouvoir à des responsables démocratiquement élus. Promet assainir la maison. Oui, mais il faut assainir la maison. Ils ne peuvent pas rester les bras croisés le temps de la transition pour dire qu'ils sont venus seulement pour faire les élections. Ils vont assainir la maison. La justice n'est pas mise entre parenthèses. La justice doit faire son travail. Sauf qu'il y a trop de coïncidences entre ces affaires judiciaires et les affaires politiques. Quand vous prenez d'abord de comment la maison de Cellou Dalein, bien sûr, donc quand vous sans la décision de la justice. Voilà, la maison, le Cellou Dalein Diallo a été inquiété politiquement, d'abord judiciairement, parce que entre-temps, il s'opposait. J'avais dit tout à l'heure qu'au départ, il soutenait la junte, mais entre-temps, il émettait des réserves. Ça n'a pas duré. Et il a commencé par être inquiété. Sa maison a été rasée et en dépit des procédures judiciaires, parce qu'il avait même, quand on l'avait interrogé ou bien on l'avait mis en demeure, il avait fait appel, il s'est adressé à la justice. Et quand ça se passe comme ça, on devait laisser quand même le temps, à mon avis, à la justice de statuer même sur la plainte de Alpha Condé, mais rien n'a été fait, on a rasé sa maison. Juste après avoir constaté qu'il n'était plus aussi pour la manière de faire de cette junte-là. Maintenant, le cas de RPG, et le RPG était en restructuration parce que c'est un parti déchu comme Horus l'a dit, mais elle était en train de se reconstruire. Ça ne fait pas longtemps, elle a quand même choisi son leader et peut-être qu'elle est en train de se remobiliser. Ça ne fait pas une semaine, on prend trois de ces leaders. Le leader a été, voilà. On prend trois de ces leaders-là pour les mettre en prison. Et d'une manière, on prend un mandat de dépôt pour les mettre en prison. Ça veut dire que ça va très vite. En réponse, peut-être, je ne dis pas que c'est ce que je dis, que c'est ce qu'ils font, mais il y a trop de coïncidences dans ces affaires-là. Donc, c'est ce qui fait que les partis politiques sont obligés de réagir. Et leur réaction, l'une des réactions, c'est de boycotter pour dire peut-être aux responsables, aux nouveaux maîtres de la Guinée qui ne sont pas d'accord avec leur manière de faire. Donc, et ça, il faut quand même... je l'ai dit tantôt, la justice doit faire son travail. Et si quelqu'un a des choses à se reprocher, qu'il aille s'expliquer au niveau de la justice et qu'il prouve son innocence. Mais ne nous voilons pas la face, disons-le clairement.
Il y a trop de coïncidences entre ces affaires politiques et ces affaires judiciaires en Guinée actuellement. Madame Sophia Kenyosia Adanou, ce que l'honorable a dit, on peut quand même le souligner, parce qu'on ne peut pas créer un cadre de concertation entre acteurs politiques et vouloir remettre le pays sur les rails de la démocratie. Au même moment, à chaque fois, les opposants, j'allais dire, les chefs de partis politiques vont en prison et autres. Peut-être que c'est aux antipodes de ce qu'on dit habituellement. Oui. Bon, c'est... quelque part, on peut se dire que c'est inquiétant. Pardon. Mais bon, est-ce que ce pourquoi, ce dont on les accuse, est-ce que c'est fondé? C'est vrai, la justice il faut laisser le temps à la justice de faire son travail. Sinon, si on ne lui donne pas ce temps de faire son travail, ben, est-ce qu'elle est finalement crédible aux yeux de la population, aux yeux de l'opinion nationale et internationale? Ce qui veut dire que, comme ce qui se passe entre la CEDEAO et la justice de l'UEMOA. Donc, du coup, il faut, c'est vrai, si les civils prennent les pouvoirs, il faut remettre le pouvoir aux civils, ce que les autorités guinéennes ont dit dans les toutes premières heures de leur prise de pouvoir. Ça fait plus de 6 mois. Ça fait 6 mois. Bon, dans 6 mois, bon, c'est vrai que il faut assainir le système, il faut lutter contre l'insécurité qui est là. Donc il y a beaucoup de défis qui sont en jeu. Mais bon, et remettre le pouvoir encore dans ces conditions où la corruption est très poussée, et on assiste à une gabégie. Est-ce que vraiment on doit il faut remettre le pouvoir aux civils? Je suis d'accord, parce que les coups d'État ne sont pas du tout encouragés. Mais tant qu'on ne s'attaquera pas aux causes qui poussent les militaires à prendre le pouvoir, je crois qu'on va toujours demeurer ici à parler de coups d'État, électoral, de tripatouillage dans les constitutions et autres. Mais est-ce qu'il faut s'attaquer au moins et désormais aux causes de ces coups d'État-là, de ce qui amène ça? Oui, les civils qui sont là, on voit que... Dans le schéma de la Guinée, on voit que c'est seule l'armée qui n'est pas inquiétée. Oui, c'est l'armée qui est au pouvoir. Qui n'a pas fait de... C'est l'armée qui est au pouvoir. Moi, je me dis, c'est vrai, ils sont là, c'est leurs heures, c'est leur moment. Mais lorsqu'ils vont remettre les pouvoirs, mais ceux qui seront là vont les accuser. Est-ce qu'ils vont être maintenant au pouvoir et s'accuser? C'est comme ça doit se passer. Mais qu'est-ce que vous pensez? Bon, moi, je gère le pouvoir. J'ai commis des exactions. Excusez-moi, je m'accuse et je laisse là, je m'en vais alors que je suis censé assainir. Bon, ça ne devait être pas... Qu'est-ce qu'on reproche aux autres finalement? Voilà, c'est ça. Parce que je peux me protéger, madame. Ben, c'est ce qu'on voit, non? En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a là? Ouattara est là, il faut que je me calme. Monsieur Ouattara est là. Il y en a plein. Presque. On ne peut pas citer. Quoi? C'est ce que la Guinée fait aussi. La Guinée, bon, c'est eux qui sont au pouvoir actuellement. Donc, ils sont là nombreux. Donc, du coup, je crois que d'un jour à l'autre, lorsqu'ils vont quitter, je crois qu'ils se protègent quand même avec ce pouvoir-là. Ils sont protégés parce que qui va décider? Mais c'est eux qui sont parfois aux prises de décision, malheureusement. Donc, ils vont s'enfermer eux-mêmes. Non, je crois qu'ils ne vont pas le faire comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Mais ceux qui viendront au pouvoir, qui vont sortir des dossiers qui les concernent, les exactions, la corruption et d'autres choses, là, ils seront interrogés et poursuivis par la justice dans ce sens-là, moi je crois. Mais bon, il faut arriver à ce que quand les civils sont au pouvoir, de gérer vraiment le pouvoir. Vous êtes aux rênes, vous avez les rênes de votre pays, mais assurer le truc comme... Donc, bref, entendre oui, les militaires gèrent plus le pouvoir. Non, c'est-à-dire que je ne veux pas dire ça, mais est-ce qu'on voit à peu près... Il faut faire une lecture de toutes les situations de crise qui sont maintenant en Afrique, surtout au sud du Sahara. Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que, ce n'est pas le Mali qui nous concerne aujourd'hui, est-ce qu'ils font un travail quand même louable? Et en Guinée,
Oui, d'accord. Chacun a sa réponse. Chacun a sa réponse à lui. Donc, du coup, j'ai mon point de vue. Ils font quelque chose. Il faut leur accorder ce temps-là pour qu'ils arrivent quand même à nous montrer vraiment que vraiment, ils sont prêts à remettre le pouvoir aux civils et que les choses doivent aller et éviter la corruption, éviter beaucoup de choses, les tripatouages, les quoi, toujours se maintenir, toujours se maintenir. Il faut partager le pouvoir. Donc, du coup, il faut arriver à ça. Bon, s'ils sont là, ils disent ils vont assainir, c'est pas que je les épaule sur tout ce qu'ils font, non, parce que votre justice est là, vous lui avez confié un dossier, attendez que la justice remette quand même les conclusions et les poursuites. Mais ils sont allés racler complètement, ils ont détruit les maisons qui appartiennent à l'État. Bon, ils vont construire d'autres maisons et autres là, bon, d'accord. Mais il faut arriver quand même à remettre le pouvoir à des civils qui... Est-ce qu'on peut éviter la corruption pour permettre quand même au pays de s'auto-suffire, de affirmer, de créer des emplois pour les jeunes, que de créer des trucs là à Rochefort, c'est ça, non? Dans les paradis fiscaux, on détourne tout. Par exemple, les mines, les contrats de mines que le président Alpha Condé avait géré. Mais tout cet argent-là, avec son clan, c'est parti où? C'est dans leur poche. Et ils ont créé des paradis fiscaux. Et beaucoup de jeunes sont au chômage. On avait vu plein de sociétés qui ont signé ces contrats-là, qui ont renvoyé des jeunes. Et ces jeunes-là, beaucoup ont traversé la Méditerranée et ils sont noyés là-dedans. C'est tout ce que nous voulons en Afrique. Il faut arriver quand même à partager le bien commun, le bien public, que ça satisfasse, ou bien comme on dit, que tout le monde puisse profiter quand même de ce bien-là, pas pour profiter sur le plan de trucs là, mais pour faire du bien et développer les consciences, faire pousser le génie créateur de chaque être humain, qui sont les Africains, parce qu'on en a beaucoup, pour que les pays puissent s'autosuffire et faire beaucoup de choses pour qu'on avance, et toujours éviter de toujours tendre la main comme ça pour dire voilà, on a besoin de ceci, on a besoin de ceci, alors que nous avons des mines, nous avons des choses où les contrats, plus de 170 milliards d'euros, plus de 500 milliards d'euros réclamés par ici, ça peut créer des emplois, ça peut faire beaucoup de choses. Donc moi, je voulais arriver à ce point-là et je chute. Allez, on donne la parole à Horus Nongovi, mais en allant directement au Togo, parce qu'on a plus assez de temps. L'ancien Premier ministre du Togo, Gilbert Poussou-Ngo, a été élu vendredi 25 mars à la tête de l'Organisation internationale du travail OIT, devenant le premier Africain à exercer cette fonction. Je suis profondément et absolument honoré d'être le premier représentant de la région Afrique à être choisi pour diriger l'OIT après 103 ans d'existence, a-t-il déclaré. Alors, le Togolais, Gilbert Poussou, à la tête de l'OIT. Ben, que dire, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que, oui, c'est une... je dirais que c'est l'aboutissement d'une carrière bien remplie, donc, mettons, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est une carrière exemplaire. Je n'ai pas souvenir qu'il soit impliqué dans de gros scandales. Il devient le premier Africain, il rentre dans l'histoire en devenant le premier Africain à une organisation telle que l'OIT. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que on se souviendra peut-être que donc il a essayé de la primature au Togo. Une expérience difficile. Quand on connaît la politique togolaise, je pense qu'il s'est rattrapé en retournant très vite à des choses beaucoup plus flexibles et beaucoup plus préhensibles du point de vue de ses capacités. Est-ce que vous pensez qu'avec Gilbert Poussou-Ngo à la tête de l'OIT, c'est un nouveau contrat social? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vais pas rentrer. Non, je vais pas. Est-ce qu'il aura les coups de franche pour pouvoir travailler? Non, moi je crois pas à ça. Alors, vous avez des organisations, vous avez des personnes que l'on met à la tête de ces organisations, mais l'appareil en lui-même est très compliqué parce que si c'est vrai que l'on met à la tête de ces organisations un ressortissant d'un pays sous-développé, ceux qui décident de l'avenir de ces organisations-là sont la principale puissance.
On l'a vu comment ça s'est passé à l'époque de Boutros-Ghali quand il était à l'ONU. On a vu ce que ça a donné à l'époque où il y avait Kofi Annan quand il était à l'ONU. Rien d'exceptionnel. C'est-à-dire, mettons que ce qu'on peut saluer, c'est, si vous voulez, le parcours d'un homme. On peut saluer le parcours d'un homme qui va rentrer dans l'histoire comme étant le premier Africain et le premier Togolais, comment dirais-je, à la tête d'une institution de cette institution-là. Mais fondamentalement, dans ce à quoi peut prétendre cette organisation, bien les orientations géostratégiques de cette organisation, ben, ça sera toujours du ressort de puissances qui investissent financièrement dedans, investissent en termes de personnel dedans, ainsi de suite, et qui ont les coups des franges quand il s'agit de dénoncer les grosses décisions. Donc je ne m'attends pas à une grosse révolution parce que l'histoire nous a habitués à des organisations qui savent mettre une personnalité d'un pays sous-développé en exergue, mais qui ne lui donneront absolument pas les coups des franges quand il s'agira de prendre des décisions qui peuvent impacter sur sa région d'origine. Et je pense que, comme je dis, Boutros-Ghali, Kofi Annan et bien d'autres en sont les exemples les plus connus. Alors, Honorable Bossoli Obetuku, le Togolais a battu au deuxième tour avec 30 voix sur 23. Sa principale opposante, l'ex-ministre française du Travail, Muriel Pénicaud. Alors, qu'est-ce que cela symbolise pour vous, un Africain togolais qui chicote au deuxième tour une Française? Oui, c'est historique et bon, ce n'est pas donné, bon, ça n'arrive pas tous les ans. Donc, il y a eu une élection et c'est la première fois que un Africain a été élu à ce poste de l'Organisation internationale du travail et qui a battu de surcroît le candidat de la France ou bien de l'Occident ou bien de l'Europe. Ça, il faut aussi le situer dans ce parcours de l'homme et qui a quand même qui a eu la confiance de beaucoup de pays membres de cette organisation qui ont voté pour lui. Et bon, voilà, moi, c'est une fierté pour moi que en tant qu'Africain, en tant que Togolais, d'abord en tant qu'Africain, qu'un Africain soit à ce poste-là, pour la première fois d'ailleurs, et en tant que Togolais, parce que quand on va dire que c'est la première fois qu'un Africain occupe ce poste-là, et quand on se réfère à son pays, c'est le Togo, et en tant que Togolais, c'est une fierté. Mais il faut aussi situer cette élection sur le plan du mérite, parce que avec son parcours, il n'est pas un novice dans le système de l'organisation internationale. Bon, n'oubliez pas qu'il a été aussi président de FIDA et il a été directeur général adjoint du BIT, du Bureau international du travail. Et il a été secrétaire général aussi du PNUD en charge de l'Afrique subsaharienne. Donc, il a été, comme Aurélie l'a dit, il a été premier ministre du Togo. C'est un homme d'État, un grand homme d'État qui a une carrière riche. Donc, tout ceci est réuni et quand même me dit que ce n'est pas, laisse à dire que ce n'est pas une très grande surprise de le voir à ce poste-là. Maintenant, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est une bonne chance parce que le travail ne sera pas facile et quand on sait qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans les prises de solutions, oui, le système est là. Déjà, ce que je suis un peu satisfait en écoutant l'appréciation des uns et des autres, cette élection de notre compatriote Humbo est beaucoup appréciée. J'ai écouté la réaction, par exemple, de la responsable de l'ONU-SIDA qui s'est réjouie publiquement de cette élection-là en qualifiant M. Humbo d'un homme qui se bat beaucoup
au niveau de la reconnaissance du travail des employés, des travailleurs, et aussi un homme qui dans son organisation, dans sa carrière, met l'homme, l'humain au centre de ses décisions et de ses activités. Donc ça a réjoui beaucoup la responsable de l'ONU-SIDA. Au niveau des politiques togolais, il y a eu des réactions également. Oui, mais c'est la fierté. Donc, les réactions au niveau du Togolais, lambda, vous savez, moi, je me réfère plutôt à ça. C'est une satisfaction que pour le citoyen togolais, le peuple togolais tout entier, dans son ensemble, c'est une satisfaction depuis son élection et jusqu'à maintenant. Quoique, il ne faut pas aussi le snobber, il y a certains voix quand même de quelques activistes, entre guillemets, sur les réseaux sociaux qui parlent de peut-être du soutien que le pouvoir en place a donné à la candidature. Vous savez que quand non, vous oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc c'est ce que je dis, que c'est ça aussi, bien sûr. Donc c'est normal, mais il y a certains activistes qui voient ça d'un mauvais œil, parce que vous m'avez demandé si les politiques, tous les politiques sont aussi enthousiasmés par la nomination. Donc moi je dis que dans l'ensemble, quand il y a de ces événements, je me réfère plutôt à la réaction du peuple togolais. Et je dis qu'à l'unanimité, le peuple togolais, fier de cette réaction, a réagi positivement. Et c'est le moment de souhaiter une bonne mission, un bon mandat à notre compatriote, et on a confiance en lui et on sait qu'il va s'en sortir et il va quand même faire le travail qu'il faut pour tirer vers le haut cette organisation-là qui est très chère aux travailleurs surtout. Au même moment, on peut se poser cette question, Madame Sophia. L'élection du président Obama à la tête des États-Unis, les gens disent que cela n'a rien apporté à l'Afrique. L'élection de l'actuel président Alassane Dramane Ouattara en tant que directeur général adjoint du Fonds monétaire international, qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? L'élection du Togolais Gilbert Foussouongo, qu'est-ce que cela peut apporter à l'Afrique et au Togo? Bon, seulement que ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes personnalités. On a accusé Obama dans beaucoup de choses, même dans ce qui se passe maintenant entre la Russie et l'Ukraine, dans ce qui s'est passé en Afghanistan et autres. On a vu que Biden, son mentor, c'est Obama. Donc, qu'est-ce qu'il a apporté à l'Afrique? Non, pas grand-chose, comme l'a surtout dit sur Gilbert Foussouongo actuellement. Je disais que ce ne sont pas les mêmes personnalités, ce ne sont pas les mêmes. D'abord, en voyant son discours après son élection, bon, c'est déjà un discours franc, moi je vais le dire comme ça. Et après avoir passé du PNUD par le Togo et après par FIDA et maintenant à l'Organisation internationale du travail, il maîtrise les rouages. Il a de l'expérience. Il y a une sagesse dans ce domaine de travail bien fait qui se dégage de la personnalité elle-même. On a vu comment il a travaillé ici au Togo, bon, malgré, il a fait 4 ans, je crois, de 2008 à 2012, donc voilà. Mais bon, quand même, il est apprécié, il est avec tout ce qu'il a fait, et voilà. Donc, mais moi, il a de grands défis à relever au niveau des gouvernants, au niveau des employeurs et au niveau des travailleurs. Donc, la devise de son domaine est que de lutter contre l'injustice au niveau des travailleurs, donc l'injustice des droits de l'homme sur le plan du travail. Donc aujourd'hui, si moi je veux faire un lien avec mon pays, le Togo, son pays, le Togo, c'est qu'il y a sur le plan du travail, il y a de sérieux problèmes qui se posent. Donc on ne va pas parler de la zone franche, on ne va pas parler de la grève des enseignants, mais quelle lecture nous pouvons faire de ça? Qu'est-ce qu'il peut apporter pour que les droits son élection va porter
Oui, c'est un espoir et une fierté à féliciter pour beaucoup de choses, pour quand même recadrer les systèmes, pour que les choses soient faites dans les normes requises par quand même l'Organisation internationale du travail. Donc je crois que c'est dans ce domaine-là que malgré tout ce qui est dit, et voilà, un grand défi, c'est son propre pays qui vraiment, les problèmes, les tensions sont nées et se naissent à chaque fois, tout le temps, et que s'il peut, par rapport à sa position, le pouvoir qu'il a, de pouvoir faire à ce que ces secteurs-là soient réorganisés, le travail soit un peu plus rémunéré, permettez-moi, monsieur le parlementaire, rémunéré pour le Togolais. Là, on ne fera que être aux anges. Merci. Alors, ce que je voulais dire, je voulais revenir tout simplement pour dire que peut-être la frustration qu'il peut avoir en tant que Togolais, c'est le sentiment profond que lorsqu'on a les compétences togolaises s'expriment beaucoup plus aisément à l'extérieur. C'est ça on a toujours le palmarès de frères et de sœurs, d'aînés qui arrivent et qui brillent à l'extérieur et qui peuvent être frustrés de ne pas pouvoir étaler leurs compétences au niveau national. Parce qu'au niveau national, c'est très vicié, c'est très lourd, c'est très... Voilà. Justement, le problème c'est que justement quand il est au pays, très souvent ils sont très controversés, soit de leur fait, soit c'est très discuté et le Togo c'est pas la première fois. Il me souviens que monsieur Edem Kodjo a été, je pense, le deuxième ou le troisième secrétaire général de l'OUA. Si vous avez le Sahara occidental qui arrive à s'exprimer aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et d'ailleurs, après, il se fait taper sur les doigts. Mais par exemple, c'est aussi un personnage politique qui a été très controversé sur le plan national, alors qu'il nous a sorti des ouvrages qui sont des ouvrages de référence, ce qui peut sembler très paradoxal. Donc, je pense que la plus grosse frustration en tant que Togolais, c'est toute cette diaspora dynamique qui s'exprime, qui s'épanouit, qui fait vraiment la joie de plusieurs secteurs à l'extérieur du Togo et qui, pour des raisons que l'on sait et parfois d'autres raisons qui sont beaucoup plus vicieuses, n'arrivent à s'exprimer lorsqu'il s'agit de pouvoir mettre leur pays en pole position dans les plus grosses instances et en termes de développement et d'épanouissement de la population. Avec vous, on a parlé du Bénin, lutte contre l'insécurité. Cotonou s'équipe en caméra de surveillance. On a parlé également de la Côte d'Ivoire. L'ex-président Laurent Gbagbo a dépouillé pour une visite de compassion. En Guinée-Conakry, le RPG claque la porte du cadre de concertation inclusif. Et puis on a fini par le Togo. Cette bonne nouvelle, l'ex-premier ministre Gilbert Fossou-N'Bo va prendre les rênes de l'Organisation internationale du travail. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Honorable Beau-Soleil Békou, député à l'Assemblée nationale, président de l'association Togo pour tous. Merci honorable. Merci, c'est un plaisir. Merci à vous aussi pour l'invitation. Ça a été également un plaisir d'avoir notre maman, Madame Sophia Kenyossi Adanou. Elle est sociologue et analyste politique. Merci beaucoup maman. Merci, ça a été un plaisir. Merci également à l'activiste panafricain, on le suit sur les réseaux sociaux et partout. Donc, merci. Ce fut un plaisir et je salue tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Merci également à vous pour l'attention particulière. On a été ensemble toute la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tous.